Soyez les bienvenus dans Économie le Mac sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, inarrêtable, spectaculaire, étonnant, le succès du secteur des hautes technologies en Israël. Nous ferons le bilan avec Jérémy Brabé de l'année écoulée, start-up, innovation, les chiffres, les tendances. Vous découvrirez également un procédé unique d'aide aux personnes souffrant de handicap. Et puis quand les pays d'Amérique centrale se battent pour offrir un passage entre Atlantique et Pacifique, le canal de Panama ne sera bientôt plus seul puisque le Nicaragua proposera d'ici 5 ans 280 km de voies navigables. Pourquoi et à qui profitera cette autoroute pour le commerce mondial? Les détails dans quelques minutes. Et voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. L'essentiel d'abord de l'actu économique du jour à l'international, marqué ce lundi par ce coup de tonnerre du côté d'Athènes. L'Europe entière le craignait. La Grèce se dirige officiellement vers des élections législatives anticipées. À 12 voix près, le Parlement n'est donc pas parvenu à s'entendre pour élire un nouveau président. Conséquence, le Premier ministre Samaras devra prononcer sous 10 jours sa dissolution. Et autant le dire, la porte est maintenant grande ouverte à l'arrivée au pouvoir de la gauche radicale. Le parti Syriza est en tête dans les sondages. Il compte en finir avec les politiques d'austérité et renégocier les conditions de l'aide internationale. Du coup, panique chez les investisseurs. La bourse d'Athènes perdait 11% juste après le vote des députés. Je crois que nous nous dirigeons vers des législatives anticipées, même si je ne veux pas d'élections. Ce n'est pas le bon moment. L'économie ne peut pas se permettre des élections en ce moment. Et pendant qu'on se demande si la Grèce ne va pas bientôt quitter la zone euro, la Lituanie, elle, s'apprête à y faire son entrée. Ce sera jeudi, jour de l'an. Vilnius, dernier des 3 pays baltes à franchir le pas, affiche de solides fondamentaux, inflation et déficit maîtrisé, et puis une croissance stabilisée autour de 3,5% par an. C'est le 19e membre d'une zone euro en berne, côté croissance, ça on le sait. Mais la Lituanie espère tout de même profiter de l'événement pour consolider l'intérêt des investisseurs. Une manière aussi de tourner le dos à Moscou et de se ranger du côté de Bruxelles. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires en Lituanie comprennent qu'il vaut mieux travailler avec des marchés moins risqués et utiliser une monnaie stable comme l'euro. Les profits sont plus faibles qu'avec certaines affaires en Russie, mais au moins, il y a une stabilité à long terme. L'euro ne change rien. Aujourd'hui déjà, les litas lituaniens sont fortement liés à l'euro. Pour nos affaires, rien ne change. C'est juste que nous manipulerons des billets différents et que les montants seront plus petits. Voilà, toujours à propos de la zone euro, sachez que le patron de la Bundesbank, la banque centrale allemande, estime que la baisse des prix du pétrole suffira à stimuler la reprise dans la zone. Inutile, dit-il, d'y ajouter une politique monétaire. Un point également sur la situation en Crimée, cette région au sud de l'Ukraine, annexée par la Russie, et l'Ukraine qui tente d'asphyxier cette région. Coupure d'électricité, suppression de liaisons en train ou en autobus. Le but est de peser sur les négociations autour de l'avenir de l'Est ukrainien séparatiste pro-russe. En parallèle, les systèmes de paiement américains Visa et Mastercard ont été interrompus il y a quelques jours. En bref, le pétrole et la demande de l'Algérie à l'OPEP, dont elle est membre, de réduire sa production pour enrayer la chute des cours. Alger tire 95% de ses revenus extérieurs du pétrole et du gaz. On rappelle que l'Arabie Saoudite, chef de file de l'organisation, a prévenu la semaine dernière que l'OPEP ne réduirait pas sa production, même si le prix du baril tombait à $20. Et puis un détour justement par l'Arabie Saoudite avec une exposition de 5 jours à Riyad, la capitale, qui vise à soutenir les femmes entrepreneurs du pays. Photographes, esthéticiennes ou chocolatières, plus de 300 femmes ont répondu présent. Pour les organisatrices, la tendance est claire, le rôle des femmes dans l'économie saoudienne est de plus en plus important. Les investissements des femmes en Arabie Saoudite atteignent plus de 2,1 milliards de dollars par an. Les investissements domestiques en constituent une partie. Par cette exposition, nous visons à soutenir ces chiffres pour augmenter le taux d'investissement des femmes en Arabie Saoudite. Allez, une plongée au cœur de l'innovation Made in Israël. Quel bilan pour les entrepreneurs de la Startup Nation cette année? On en parlera dans un instant avec Jérémy Brabé. En attendant, on s'intéresse à ce smartphone révolutionnaire. Sésame, c'est son nom. Un seul principe de base, le handicap ne doit plus être une limite. Anthony Less nous fait découvrir le procédé. Open Sésame. Voilà les mots magiques pour pouvoir ouvrir votre smartphone sans utiliser vos mains. C'était le pari entrepris par 2 ingénieurs israéliens, Diora Livneh et Oded Bendov. Le projet veut permettre aux personnes handicapées, comme Diora, d'utiliser leur téléphone.
Je peux tout faire avec le téléphone. Je peux appeler, je peux recevoir des appels, je peux utiliser les SMS, WhatsApp, je peux jouer à des jeux et dans le très très proche avenir, je serai en mesure de faire fonctionner beaucoup de choses à la maison. Le téléphone va enregistrer des points clés du visage de l'utilisateur grâce à la reconnaissance faciale. Un curseur apparaît ensuite sur l'écran. Il suffira alors de bouger la tête vers la droite pour que le curseur suive cette direction. Et pour fermer le téléphone, il suffira de prononcer « Close Sésame ». La prochaine étape sera de conduire la voiture avec un iPhone ou avec un téléphone. Et bien sûr, mon but est d'arriver à la Lune avec ce téléphone. Pour l'heure, c'est le $1 million que la start-up peut décrocher. Sélectionnée parmi 10 start-up au concours Verizon, l'entreprise touchera au minimum $250 000. Un jackpot au-delà des attentes des cofondateurs qui ont déjà investi $350 000. Le bureau scientifique israélien a subventionné le projet à ses débuts. Aujourd'hui, les investisseurs se précipitent et les possibilités technologiques vont bien au-delà de l'aide aux handicapés. Reste que pour ces enfants, ces hommes et ces femmes qui sont aidés par l'association Beth Agalgilim, être connecté devient une réalité. Ça va en effet aider les gens ayant des besoins spéciaux, ceux qui n'ont pas la capacité de tenir un téléphone et qui ont besoin que ça fonctionne automatiquement. Ce qui est certain, c'est qu'un nouveau monde s'ouvre. Sésame Enable n'est pas la seule entreprise à fournir ce genre de technologie, mais elle est très compétitive. Selon Oded Bendov, en comptant le téléphone, les services et la formation, $1 000 seront suffisants pour acquérir un mobile Nexus, le seul téléphone compatible avec cette technologie. Et voilà, une innovation utile qui change la vie concrètement de milliers de personnes. Un exemple évidemment parmi d'autres de la vigueur de l'innovation israélienne. On accueille justement un fin connaisseur de cet univers du high-tech israélien, Jérémy Brabé, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors on voit quand même, Jérémy, à travers ce sujet, à travers cet exemple, que le rôle du high-tech en Israël, il répond quand même à des besoins concrets, le handicap, des services qui sont vendus par l'État en général, avec en plus des offres finalement assez abordables, $1 000 le téléphone, on l'a vu. Est-ce que finalement on n'est pas du tout dans la recherche du jackpot dans le high-tech israélien? Alors, pas forcément. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement un antagonisme entre le jackpot et le fait de rendre service à la société. Israël a une industrie très forte dans le domaine de tout ce qui est médical, ce qui rend service à la société. Dernièrement, on a vu une société qui produisait justement un appareil qui permet aux aveugles ou aux malvoyants de lire ce qui était sur les panneaux. Et aussi, il y a une initiative qui s'appelle Tmura, qui est en fait le fait que les sociétés, les startups s'engagent en fait à rétrocéder 0,5% de leur capital à des œuvres charitables. Et c'est vrai qu'en cas d'exit ou en cas d'arrivée en bourse, d'entrée en bourse, ça peut être des SOP. On va parler justement, Jérémy, du bilan de l'année côté israélien pour ce secteur du high-tech. Globalement, satisfaction, 2014 une bonne année, alors, même si 2013 c'était une très bonne année déjà. Oui, alors 2013 était une très bonne année, 2014 l'est encore plus. Selon IDC, qui est l'institut de référence de recherche en Israël sur la high-tech, les startups en 2014, sur les 3 premiers trimestres, 500 compagnies ont levé $2 milliards. Alors, ce qui est à noter cette année, c'est l'arrivée en force de tout ce qu'on appelle les objets high-tech. Ouais. Alors, jusqu'à présent, c'était en général plutôt dans le domaine médical ou dans le domaine de l'électronique de pointe, que ce soit les semi-conducteurs ou tout ce qui est télécommunications. Et là, on voit l'arrivée de tout ce qui est objets connectés et ce qu'on appelle aussi wearables, c'est-à-dire les vêtements connectés. Ouais. Voilà, les vêtements connectés. Ça, c'est les tendances. Ouais. Exactement. Alors, pourquoi cette tendance-là? Alors, ça a commencé avec le rachat de Oculus, par Facebook, 2 milliards en mars, et aussi en janvier avant ça, de Nest par Google. C'est ça pour vous, les grands événements mondiaux de l'année. C'est pas les grands événements mondiaux, mais c'est tout ce qui est nouveau. Parce qu'il y a tout ce qui se fait déjà, comme tout ce qui est cybersécurité ou médical, mais ça, c'est des tendances qui vont et viennent, qui en ce moment augmentent, mais ça n'a rien de nouveau. Alors on se demande parfois quand même s'il n'y a pas un risque d'essoufflement un petit peu de la créativité, on n'y croit pas trop quand même en Israël, mais au moins des investissements. Quelle est la tendance? Est-ce que ça reste stable au niveau des investissements? Ah non, les investissements augmentent. Donc, c'est pas chaque année voilà. qu'on a un Viber. Après, la seule question est de savoir si, effectivement, au niveau global, on est dans une bulle ou pas. Beaucoup de gens considèrent que oui. Et si cette bulle vient éclater, alors Israël sera aussi impacté. Mais Israël en particulier, tout va très bien. Et Qualcomm, quand même, le numéro 1 mondial des puces pour mobile, qui va fermer un centre à Beth Shemesh, c'est un non-événement, c'est isolé? Alors,
Pour ceux qui travaillent là-bas, c'est certainement un événement, mais si on regarde les entreprises qui s'implantent dans le high-tech en Israël, ça ne fait que croître en ce moment. La croissance US qui peut participer aussi. Vous voyez aussi ce secteur, en 2 mots, des hautes technologies continue à rester un moteur de croissance pour Israël? Oui, et encore une fois, tout ce qui est haute technologie est en train de croître. La haute technologie rentre partout. Là, on parlait des objets connectés. C'est un marché qui est prévu à 19 milliards de dollars en 2020. Donc, entre l'impression 3D et tous ces objets connectés, ça va continuer de croître. Merci beaucoup, Jérémy Brabé, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Allez, changement de décor, on part en Amérique centrale. Nous vous en parlions la semaine dernière. Le Nicaragua vient de lancer les travaux de son canal transocéanique, un concurrent direct du canal de Panama. 50 travaux, 50 milliards de dollars. Les investissements chinois ont été plus forts que les problématiques environnementales. L'ambition du Nicaragua, c'est de propulser sa croissance pour devenir le plus riche pays de la région. Anthony Lesme. Les travaux ont commencé au Nicaragua. Un canal de 278 km devrait voir le jour en 2020. Il doit relier l'Atlantique au Pacifique et permettre un développement majeur des échanges entre les Amériques et l'Asie. 40 à 50 milliards de dollars, c'est la valeur du chantier financé et géré par un groupe de Hong Kong. À la baguette, un magnat chinois des télécoms du nom de Wang Jing. Bien qu'il ait des liens avec l'élite politique de son pays, il affirme que le projet est une affaire privée. Pékin ne serait pas derrière cette énorme commande. Du début jusqu'à maintenant, ce projet ne comprend aucun soutien, aucune directive du gouvernement chinois. S'il n'y a aucune participation du gouvernement chinois, alors il n'y a donc aucun facteur géopolitique à prendre en compte. La voie d'eau, une fois terminée, devrait rivaliser avec celle de Panama. Contrôlé par les États-Unis depuis un siècle, le canal a bénéficié d'une position dominante. Cette concurrence pourrait doper l'économie du Nicaragua, qui est le 2e pays le plus pauvre des Amériques. Le projet, qui comprendra un aéroport, un oléoduc, des structures ferroviaires et 2 zones de libre-échange, est présenté comme une chance par le président du Nicaragua, Daniel Ortega, autrefois combattant marxiste. Je dis à nos frères en Amérique latine et dans les Caraïbes que ce projet va de l'avant et qu'aujourd'hui, il a atteint une nouvelle phase. C'est un projet au Nicaragua pour son peuple, pour notre Amérique et pour le monde. Des bénéfices non partagés par tout le monde. Outre des risques de pollution sur le lac Nicaragua, de nombreux propriétaires terriens continuent de protester contre ce projet qui prévoit de les déplacer. En ce qui concerne l'indemnisation des propriétaires, il n'est pas, à mon avis, de question plus importante que celle de l'indemnisation des familles. Le gouvernement du Nicaragua soutient avec force le projet qui, selon ses estimations, devrait engendrer une croissance annuelle de 10%. Voilà, et pour Panama, sachez que Panama espère que son canal rénové lui rapportera 3 milliards de dollars par an. Et c'est l'heure du Media Watch. Et les compagnies aériennes malaisiennes à la une de la revue de presse avec bien sûr la disparition d'un Airbus A320 d'AirAsia entre l'Indonésie et Singapour. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. On connaît finalement assez peu cette compagnie. Oui, et pourtant depuis 2009, AirAsia a remporté tous les ans le titre de la meilleure compagnie low cost au monde. En fait, tout a commencé en 1994 à Kuala Lumpur en Malaisie, mais la compagnie ne décolle pas, elle croule rapidement sous les dettes. En 2001, elle est rachetée par Tony Fernandez et cet ancien dirigeant du groupe américain Time Warner va réussir à remettre AirAsia sur pied puisqu'en 2002, l'entreprise devient rentable et qu'en 2003, elle a donc remboursé intégralement toutes ses dettes. Tony Fernandez va ensuite créer plusieurs filiales dans la région de l'Asie du Sud-Est, par exemple en Thaïlande, en Inde ou aux Philippines. En tout, il y en a 8. Résultat, aujourd'hui, la compagnie dessert plus de 120 destinations grâce à près de 600 appareils uniquement des Airbus. En 2013, AirAsia a dégagé un bénéfice net de plus de 245 millions de ringgit, environ 70 millions de dollars. Mais cet incident pourrait tout changer, pourrait faire fuir les voyageurs, un petit peu comme avec la Malaysia Airlines. Déjà, le titre de la compagnie a clôturé en baisse, une baisse de 8,5%. Pas très étonnant. On parle beaucoup du rouble, Johanna, ces temps-ci. Pourtant, la monnaie russe n'est pas forcément celle qui a le plus chuté cette année. Oui, c'est le Bitcoin dont la valeur a le plus diminué cette année. Aujourd'hui, une unité de la monnaie électronique vaut aux alentours de 320 $. Ça représente une baisse de plus de 50% par rapport à début 2014 et de 70% par rapport à novembre 2013 lorsque le Bitcoin a atteint son plus haut niveau, environ 1130 $. Après le Bitcoin, on retrouve évidemment la monnaie ukrainienne, la hryvnia, qui cette année a perdu près de 48% de sa valeur. Et puis le rouble, effectivement, qui a chuté de plus de 41%. Et à l'opposé, c'est le shilling somalien qui a pris le plus de valeur en 2014
2014, il a gagné 55% face au dollar. La Somalie en plein redressement. On termine, Joanna, avec une bonne surprise au bon moment. Ça se passe à Hong Kong. Oui, quelques heures avant le réveillon de Noël, une véritable pluie de billets s'est abattue sur une rue très fréquentée de Hong Kong. Tous les passants ont évidemment arrêté leurs activités pour essayer d'en récupérer le plus possible. Et cette averse est estimée à 15 millions de dollars hongkongais, près de 2 millions de dollars américains. Mais ce cadeau n'est pas le fruit du Père Noël, c'est simplement la conséquence d'un fourgon blindé mal fermé. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et vice-versa. Merci beaucoup, Joanna, et à très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Eric Lewin nous livrera son analyse de l'année écoulée. D'ici là, l'info continue. Restez avec nous.